énormément en botanique, m'a dit, je suis désolé Jean-Luc, mais c'est une morelle noire qui contient aussi de l'atropine que tu montres. Ça, c'est les bons fruits. Donc, vous avez dû avoir le poli avec cette erreur que je ne vous avais pas signalée. Maintenant, je peux l'avouer. Vous l'aviez appris par cœur et c'est très bien. Mais j'avoue mes fautes. Donc, Atropa belladonna, voilà les fruits. Ça contient de l'atropine, l'antagoniste de la muscarine, le médicament qui bloque les effets du parasympathique sur les organes innervés par le parasympathique. Maintenant, de quel champignon s'agissait-il? Eh bien, de Clitocype dealbata, qui est blanc, qui avait un chapeau à large marge en entonnoir. Est-ce que vous vous souvenez du nom du champignon qui, historiquement, est le premier qui a été décrit comme contenant cet agoniste? C'est évidemment, vous l'aviez dit tout à l'heure, l'amanite tumouche, Amanita muscaria. Quel conseil donneriez-vous aux cueilleurs de champignons du dimanche? Ça aussi, c'est des questions pratiques, hein, parce que sans ça, ils vont appeler tous les 15 jours le docteur est vague. On peut leur dire déjà de ne pas manger de champignons. Ça paraît logique. On peut leur dire de demander conseil. Alors, il y a des livres, évidemment, mais c'est toujours plus compliqué que ça. On peut demander aux pharmaciens, qui connaissent ça. On peut se fier à l'odeur, éventuellement. Il ne faut pas les conserver dans des sacs plastiques. Parce que là, pour le coup, ce n'est pas le champignon qui va vous intoxiquer, mais des bactéries, notamment celle du botulisme, c'est arrivé. C'est pour ça que les emballages ne sont jamais hermétiques pour les champignons. Il faut aussi se tenir informé de l'actualité, parce qu'il y a des champignons, qu'on vous disait, sans danger, et qui, subitement, sont reconnus comme étant dangereux. Ça a été le cas du jaunet, par exemple. Et alors, l'astuce, c'est de revenir toujours au même endroit, là où on sait qu'il y a des champignons, des cèpes, par exemple, ou des trompettes de la mort, ou des morilles, que vous pouvez ramasser. C'est souvent dans les propriétés privées, malheureusement, en Sologne. Et pour ça, eh bien, il faut repérer le lieu, et un GPS de votre téléphone peut vous servir à retrouver vos petits champignons, qui repoussent toujours au même endroit, puisque ça dépend du mycélium qui est sous la terre. Donc on sait où ils sont. Maintenant, on va parler de Mamie. Mamie et son boudin. Il y a une photo comme ça qui a longtemps circulé sur Internet. On voyait un boucher qui fait lui-même son boudin, peut-être que vous vous en souvenez. On voit devant, c'est terrible comme photo, on voit le boucher avec sa femme à côté de lui qui est assez forte et il y a marqué en gros au-dessus François Lost et son boudin. C'est assez vache quand même. Et parce qu'il fait lui-même un excellent boudin. À propos de boudin, si vous faites faire des tests de détection de perte sanguine dans les selles, vous verrez qu'on contre-indique la consommation de boudin la semaine qui précède. Et vous me devez cela parce que quand j'avais fait un test avec l'hémoculte à l'époque, de détection de sang dans les selles, qu'on fait tous les 2 ans à partir d'un certain âge, avec l'idée d'aller ensuite faire une coloscopie si c'est positif pour chercher un cancer du côlon avec un accent circonflexe sur le haut, très important. Sinon, c'est le colonel ou le colonisateur, ce qui n'a rien à voir. Eh bien, j'avais justement mangé du boudin le dimanche, du boudin noir, et je leur ai téléphoné en demandant si ça risquait de croiser avec l'hémoglobine du cochon. Ils n'en savaient trop rien. Donc, par prudence, ils ont rajouté cette contre-indication au test de détection du sang dans les selles.
pour éviter éventuellement le croisement entre les hémoglobines humaines et porcines. Bon, mais c'est une petite parenthèse, puisqu'en l'occurrence, le boudin, c'est un chien. Celui-là est beau, hein, ce bichon est propre et très beau. Il ne ressemble pas du tout au boudin de ma belle-mère. Michel qui a un chien, genre gros boudin, blanc et sale, un bichon qu'elle appelle Charlie, qui est plein de puces et d'autres ectoparasites. Son gendre lui dit d'aller voir le vétérinaire, le docteur Pou, qui lui prescrit une pulvérisation d'antiparasitaire, le Ticanis, qu'il faut renouveler tous les 10 jours. Elle s'enferme dans les toilettes avec Charlie, pour qu'il ne s'échappe pas. Elle l'asperge consciencieusement du produit pendant 20 secondes, et puis après ça, elle commence à tousser, lui aussi, elle a du mal à respirer, lui aussi. Ses poumons sifflent, les siens aussi. Bon, voilà quelques exemples de parasites externes, d'ectoparasites. Peut-être que vous en avez déjà eu étant petit, ou même étant grand. Vous reconnaissez la puce, vous reconnaissez le pouls. Et il y en a d'autres, hein, bien sûr. Des petites araignées rouges, des aoutas. Il y a plein de petites bêtes sympathiques. Alors pour l'hypothèse diagnostique, je vais donner la réponse. Ça c'est bien. Quelle est votre hypothèse diagnostique? Bon, asthme. L'asthme, c'est un bronchospasme. C'est l'air qui ne peut plus sortir des alvéoles. Pendant la crise d'asthme, il y a un spasme bronchique. C'est les bronches qui sont resserrées. Il y a des fibres musculaires lisses au niveau bronchique. Ce n'est pas la même chose que les fibres musculaires lisses des vaisseaux. En l'occurrence, ce n'est pas du sang qui circule, c'est de l'air. Mais c'est le même principe, ces fibres musculaires lisses sont sensibles au système nerveux autonome. Il y a une innervation autonome autrement dit qui n'est pas volontaire, et celle-ci contrôle l'état de contraction des fibres musculaires lisses. Et dans la crise d'asthme, il y a une bronchoconstriction et en plus une hypersécrétion bronchique qui peut obstruer les bronches. Quel est le médiateur impliqué dans l'apparition de ces symptômes? C'est l'acétylcholine. Et quelle est, selon vous, la cible de ce type d'insecticide? C'est justement qu'ils inhibent l'acétylcholinestérase. L'acétylcholinestérase, c'est l'enzyme qui dégrade l'acétylcholine, qui casse la liaison ester. Cette enzyme. Si on l'inhibe, il y a plus d'acétylcholine. Et s'il y a plus d'acétylcholine, les symptômes de nature cholinergique vont augmenter pendant quelques instants ou quelques minutes. Alors, au niveau des bronches, vous avez votre fibre musculaire lisse qui enserre les bronches, qui a deux types de récepteurs. Un récepteur de nature muscarinique, et on a vu tout à l'heure ce qu'était la muscarine, qui génère la contraction des fibres musculaires lisses. Et on a aussi un autre récepteur, je vous l'ai mis de l'autre côté, qui est un récepteur sensible aux catécholamines, qui n'est plus alpha cette fois-ci, mais bêta adrénergique. Et lui, c'est un peu dur à comprendre parce que quand on l'active, ça génère une inhibition, c'est-à-dire un relâchement, un effet négatif si vous préférez. Activer un récepteur, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on a un effet positif. En l'occurrence, l'activation bêta-adrénergique, c'est plutôt du relâchement de la fibre lisse bronchique. L'innervation vagale des bronches libère de l'acétylcholine, et du reste, c'est la 10e paire crânienne
qui innerve le cœur, qui innerve les poumons et qui innerve l'estomac, ce qu'on appelle aussi le nerf pneumogastrique ou nerf vague. C'est cette même voie nerveuse du parasympathique, parce qu'il y en a d'autres. Donc cette fibre vagale libère de l'acétylcholine qui génère une bronchoconstriction. Alors c'est un peu plus compliqué, il y a un rétrocontrôle négatif, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Quels sont les effets de l'accumulation d'acétylcholine au niveau des différents organes? Ça peut se voir avec les insecticides, mais aussi les gaz de combat. C'est déjà de l'activation muscarinique, les mêmes effets. Donc on retrouve de la bronchoconstriction, de l'hypersécrétion, un cœur qui se ralentit, transit accru, un myosis, c'est la contraction du sphincter. Mais par contre, quand on accumule de l'acétylcholine dans les autres endroits où elle est fabriquée, qui sont les plaques motrices, parce que l'acétylcholine, ça n'agit pas que sur ces organes, c'est aussi présent au niveau des motoneurones, du système nerveux volontaire. Et les motoneurones issus de la corne antérieure de la moelle, ça contracte les muscles striés, les muscles rouges, en libérant de l'acétylcholine au niveau de la plaque motrice. Eh bien, à ce niveau-là, il y a aussi évidemment de l'acétylcholinestérase qui interrompt l'effet de l'acétylcholine très vite. Mais justement, si on inhibe l'acétylcholinestérase, il s'accumule de l'acétylcholine au niveau des plaques motrices. Et le fait d'accumuler de l'acétylcholine génère bien sûr initialement une contraction musculaire, mais très vite, la stimulation excessive et prolongée de l'acétylcholine génère une désensibilisation du récepteur, qui est même suivie d'une inactivation du récepteur. Autrement dit, cela peut engendrer une paralysie. Et c'est le risque des gaz de combat. Évidemment, les premiers symptômes, c'est l'accumulation d'acétylcholine au niveau des organes, le cœur qui se ralentit, l'obstruction bronchique, et tout, la petite pupille, l'hypersécrétion, et tout ça pourra être corrigé par de l'atropine, puisque c'est les organes innervés par le parasympathique. Mais quand ça agit sur les plaques motrices, ça génère de la paralysie. Et c'est du reste pour ça que les insectes tombent. Vous pouvez tester la chose sur une guêpe, par exemple, et vous verrez qu'elle tombe, en fait, paralysée. Eh bien, la paralysie, c'est le risque de ces insecticides ou gaz de combat, évidemment, quand c'est des effets prolongés. Initialement, l'atropine va corriger les symptômes, mais ensuite, si c'est la paralysie, c'est notamment la paralysie des muscles respiratoires. Ce n'est pas simplement le fait de ne plus bouger. Si on ne respire plus, on s'asphyxie et on meurt. Il y a aussi l'effet donc sur la salivation, sur les sécrétions sudorales, bronchiques et autres. Il y a des récepteurs sensibles à l'acétylcholine qui génèrent les sécrétions. Inversement, l'atropine, ça assèche la bouche. On peut facilement comprendre que l'antagoniste ait des effets opposés. Quel antidote aurait-il fallu administrer dès les premiers symptômes? L'atropine, je vous l'ai assez dit. Quelles précautions d'emploi imaginez-vous pour ces insecticides? Et c'est effectivement écrit sur le flacon, donc il suffirait de le lire et de respecter ce qui est écrit. Il faut lire les notices quand même, et il faut bien le dire aux gens, et si on sait qu'ils ne vont pas les lire, leur expliquer. Alors là, c'est peut-être plutôt le travail du pharmacien, puisque on va acheter librement ces insecticides. Cela dit, ce n'est pas écrit sur les flacons de Bégon et autres que vous achetez dans vos supermarchés, ou chez votre droguiste, si vous en avez un, si ça existe encore. Donc se placer dans un local aéré ou à l'extérieur et pulvériser quelques secondes, ne pas dépasser 3 secondes. Bon. On va changer de sujet.
vous laisse respirer un peu. Madame Chaude, je l'appelle comme ça. J'ai toujours aimé donner des noms amusants. Enfin, moi, je m'amuse quand je fais les sujets, mais ça fait 40 ans que je m'amuse à écrire des sujets d'examen. Mais ça fait 40 ans que les étudiants ne s'amusent pas en tentant d'y répondre. Je le comprends fort bien. Alors, Madame Chaude, Christiane Aude, on va dire, ou Aude Charon, par exemple, ça pourrait aller dans les deux sens, a un cœur qu'elle juge trop rapide, surtout quand elle a des grosses émotions. Elle aime, par exemple, regarder des matchs de hockey, les Brûleurs de Loups de Grenoble, qui disputent âprement, les gens disent de façon virile, leur match, et elle regarde donc Hockey TV. Son médecin lui fait pratiquer un électrocardiogramme. Son rythme est sinusal, il n'y a pas de trouble de repolarisation. Elle a effectivement un cœur rapide. Alors il lui prescrit un bêta-bloquant avec l'accent circonflexe sur le E, et pas un accent aigu, s'il vous plaît. Je suis un peu maniaque, hein. Bon, excusez-moi. Il lui prescrit un bêta-bloquant dit non sélectif, le propranolol, et non pas propanolol, l'avlocardil, si vous préférez, 40 mg par jour, à raison d'un demi-comprimé matin et soir. Voilà sa tachycardie sinusale, l'onde P, le complexe QRS, l'onde T. Vous pouvez calculer que c'est 120. Un carreau, c'est 300, deux carreaux, c'est 150, etc. Pensez-vous que le bêta-bloquant agisse le jour comme la nuit? Expliquez, auriez-vous prescrit ainsi ce produit? Sachant que